Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, Jean. Merci pour ce temps de parole. Vous l'avez compris, j'ai été invité en tant qu'universitaire. Je suis maintenant en BRGM. Vous allez comprendre que je parle du sud-ouest et mon accent me trahit. Je ne suis pas du nord de la France également. À partir de là, je vais essayer de vous démontrer, après ces discours politiques et technologiques, comment on peut faire de l'adaptation sur des territoires avec vraiment un leadership pris par les territoires qui se sont questionnés sur leur adaptation, avec les questions scientifiques qui en découlent, par rapport à ces questions, on va dire, pour le futur. Alors le sud-ouest, c'est le grand sud-ouest de la France, et l'objet dont on va parler ensemble, c'est ce que j'appelle le système Garonne. Alors le système Garonne, vous l'avez en surface, ça c'est de la géographie, ça part des Pyrénées, puis ensuite ça s'étale dans des grandes plaines, et puis c'est alimenté en surface par des grands cours d'eau comme le Tarn, l'Aveyron, et ça conflue avec la Dordogne pour faire la Gironde. Ok. Une fois qu'on a dit ça, c'est la version de surface. La carte de droite, c'est la version plutôt souterraine, parce qu'en fait, vous allez voir que nos systèmes fluviaux, en fait, ils sont alimentés, bien entendu, par les eaux souterraines, notamment pendant les périodes de basses eaux et notamment d'étiage. Et ce qu'il faut regarder sur la carte de droite, en fait, c'est la partie blanche qui suit le cours, ce qu'on appelle les alluvions, donc les éléments sédimentaires les plus récents qui accompagnent les grands systèmes pluviatiles, en France en tout cas. Alors la Garonne, c'est un fleuve, 522 km depuis sa source jusqu'à l'estuaire avec sa confluence, un débit, un module d'à peu près 650 m3 par seconde, c'est beaucoup moins que les autres grands fleuves, mais il a pour l'instant un régime pluvio-nival. Je dis pour l'instant parce que ce matin, on a eu des explications sur le rôle potentiel et l'avenir de la neige. Et c'est une des questions, on va dire, vous allez voir qu'on a évoqué, qu'on a intéressé dans cette étude, parce que c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer, et on risque de perdre cette composante nivale. Alors la Garonne en crue, ça peut être ça, c'est pris aux alentours d'Agen, les niveaux en crue, ça peut largement déborder sur les berges. Ça prend sa pleine d'inondation, ça reprend, on va dire, sa pleine d'inondation. Ça peut être aussi à l'étiage. Vous avez ici à l'étiage, et ce qu'il faut voir, ce sont les petits filets d'eau. Je ne sais pas si j'arriverai à les montrer, je ne vais pas me tenter dans quelque chose. Non. C'est les petits filets d'eau qui arrivent de justement cette nappe d'accompagnement qui continue à couler pendant l'été, qui amène une eau à 14 degrés dans quelque chose. J'appelle ça quelque chose parce que c'est de l'eau douce, oui, mais qui frise les 30 degrés. Vous allez comprendre que c'est une barrière biotique. Donc, en fait, on a cette problématique d'amener de l'eau alors que les débits sont à l'étiage. Et l'étiage, c'est quand les débits sont les plus faibles, au cœur des basses eaux, avec une eau fraîche pour alimenter ce système. Et puis, ça traverse deux grandes villes, deux grandes métropoles, Toulouse et Bordeaux, et qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Pourquoi ? Parce que Toulouse, la Garonne sert à alimenter, et sa nappe alluviale sert à alimenter la ville en eau potable, et pas du tout à Bordeaux, puisqu'à Bordeaux, l'intégralité des eaux qui servent à l'alimentation en eau potable sont prises dans les nappes et des nappes profondes. Donc en fait, les questions ne sont pas les mêmes en fonction du territoire. Le bassin versant, le voici, vous voyez, vous retrouvez le linéaire de la Garonne, vous retrouvez les grandes, on va dire, les grands cours d'eau qui arrivent du Massif central et qui viennent à alimenter, on va dire, ce système. Mais le système Garonne en tant que tel, auquel je vais vous parler, c'est ça, moins la partie sud qui est alimentée par la Neste, qui traverse le Gers. La Neste, c'est une prise d'eau faite en altitude sur un torrent de montagne qui vient alimenter tout un plateau par alimentation, on va dire, et piquage pris en altitude. Et puis, Tarn, Aveyron et Lot sont des systèmes sur lesquels vous retrouvez tout au long du fil de l'eau des barrages qui maintiennent un débit et un niveau d'eau sur leur cours d'eau. La Garonne, je vous le montrerai tout à l'heure, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des systèmes d'alimentation à l'amont et plus du tout sur le cours. Donc on est sur des systèmes qui fonctionnent différemment. Cette figure vous donne une image de ce que sont les débits. Vous avez, je crois, 5 années qui sont cumulées, rapportées sur le même système. Le trait noir étant le débit du début 2024, vous avez la fenêtre, et c'était pris, je l'ai faite lundi, vous aviez en instantané de l'ordre de 873 m3 par seconde à la Magister, qui est une station hydrométrique à peu près au milieu du cours de la Garonne. Alors, effectivement, on peut se dire, tiens, c'est quand même un système qui n'est pas loin d'être en crue.
Ben oui, actuellement, nous avons des systèmes dépressionnaires qui viennent alimenter et participer au ruissellement. On voit qu'on est à peu près sur la période de hautes eaux. Et puis, si on regarde bien le cours d'eau, en fait, à partir de juillet, vous voyez qu'il y a une chute, on va dire, assez importante des débits, qui ensuite semble s'étaler, ne descendent pour l'instant jamais en dessous du tireté pointillé, ce tireté pointillé étant ce fameux débit de crise sur lequel il ne faut pas descendre et sur lequel, vous allez voir, on a mis des systèmes depuis plus de 30 ans pour ne pas y descendre. Alors, ça, c'était, on va dire, un fonctionnement instantané. Sur le bassin Adour-Garonne, et ça, c'est l'étude Explore 2 qui est en train d'être diffusée, le bassin Adour-Garonne et l'agence de l'eau Adour-Garonne ont demandé aux spécialistes en hydrologie de regarder comment évoluaient ces fameux débits. Et ça, c'est la figure en bas à gauche. Ils ont comparé les systèmes observés. Donc ça, c'était en rouge. Et vous voyez qu'il y avait quand même une descente sur les... Là, c'est depuis 1970, donc une baisse des débits à l'étiage. Ici, c'est le débit le plus bas observé, hein, le VCN10. Et en fait, ils l'ont enlevé de... comment dire, la composante anthropique, ce qu'on amène en plus, pour voir si effectivement il y avait une tendance, une évolution. Malheureusement, ça a été montré ce matin, le quart sud-ouest fait partie des territoires nationaux où on a peu d'espoir ou peu d'incertitudes, ou moins d'incertitudes qu'ailleurs, et donc on va être sur des territoires qui vont être impactés par l'effet du changement climatique. Et vous l'avez ici, c'est la tendance en bleu. Si malgré tout on ne faisait rien, en fait il y avait quand même une tendance marquée à la baisse des débits. Donc ce faisant, une fois que j'ai dit ça c'était l'hydrologie ou l'hydraulique de surface. Mais la problématique, j'ai un peu touché du doigt tout à l'heure, elle vient également de la problématique thermique. Je vous ai remis l'évolution des températures sur l'année 2022, puis je vous ai mis une cartographie, on appelle ça tout simplement une carte d'identité que fait le SMEAC. Le SMEAC, c'est le syndicat qui gère tout le fonctionnement de ce fleuve. Et en fait, ils font sur des stations qui sont réparties tout au long du cours d'eau, en fait, des analyses de débit, de température et autres paramètres physico-chimiques. Et les deux barres rouges, c'est les deux dates sur lesquelles il y a eu les températures maximales observées dans le cours d'eau, avec des capteurs, dans quelque chose de régulé, enfin quelque chose de solide en termes d'observation. Alors de mémoire, ça doit être aux environs du 17 et 18 juillet 2022 et 12 et 13 août 2022, où je vous ai remis les températures observées à Bordeaux et à Toulouse à cette période-là. Nous étions aux environs des 40 degrés. Et dans le fleuve, nous étions à peu près à 29 et quelques degrés. À 29 degrés, c'est de la physico-chimie. Le taux naturel de concentration en oxygène dissous a chuté. Et ça devient une barrière biotique. Donc on est sur quelque chose qui commence à être prégnant pour tout le système au moins que l'on voit en surface. Parce que pour l'instant, je vous ai parlé que de la surface. Et comment on aide à le fonctionner ? Alors cette prise de conscience, alors pour des raisons qui étaient autres, qui étaient à l'origine pour le soutien d'étiage, c'était pour pouvoir faire des prélèvements supplémentaires tout au long du fil de l'eau. Ça fait 30 ans en fait que le système est en place, et vous avez ici l'image de ce qui est actuellement fait pour soutenir le débit d'étiage de la Garonne pendant les mois d'été, pour autoriser des prélèvements, mais les prélèvements s'entendent, et il faut bien l'entendre, pour l'eau potable, pour l'industrie, pour l'agriculture et pour tous les autres usages et milieux aval. Et en 30 ans, voilà le système qui a été mis en place. Donc des lacs de retenue d'altitude qui servent également à faire du turbinage avec EDF. Donc un compromis à avoir entre est-ce que j'utilise de l'eau pour le soutien d'étiage ou est-ce que j'utilise de l'eau pour la production d'énergie ? C'est une négociation quotidienne que fait le SMEAC avec les autres opérateurs. Et puis sur la partie donc massif central, en fait, ce sont les fameuses chaînes hydrauliques dont je vous parlais, du Tarn, de l'Aveyron et du Lot, qui viennent, elles aussi, contribuer au débit. Donc là aussi, des questionnements sur l'utilisation et comment peut-on faire, comment pourrait-on faire pour optimiser, on va dire, ces systèmes. En fait, l'idée, c'est de faire appel au système alluvial. Un cours d'eau, lorsqu'il se déploie dans une plaine alluviale, normalement, il est accompagné d'une nappe, qu'on appelle nappe d'accompagnement, qui est en interconnexion hydraulique avec le cours d'eau, et notamment qui a une capacité
à stocker de l'eau dans le sous-sol. Ce stockage d'eau, l'avantage qu'il a, vous avez ici très sommairement les fonctionnements hydrauliques. Lorsque le cours d'eau est en haute eau, généralement, c'est le cours d'eau qui donne de l'eau à la nappe. Cette nappe, elle fonctionne avec une physique qui fait qu'elle va garder plus longtemps l'eau, parce que les écoulements qui s'y produisent sont plus lents. Et lorsque le cours d'eau va baisser, basses eaux, mais en fait, on se retrouve avec un cours d'eau qui est bas, mais une nappe qui est haute, et donc qui restitue ces fameux débits, ces sources latérales, et qui amène à avoir malgré tout du débit, toujours en plein été, alors qu'il ne pleut pas. L'idée de la recharge, c'est d'optimiser ce fonctionnement-là. Pourquoi? Parce que sur nos territoires, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes les champions du drainage. Ça fait de l'ingénierie de drainage a fait d'énormes progrès. Et nous avons en fait, ce faisant, accéléré la circulation du fluide en surface et en souterrain, et donc une accélération de la partie continentale du cycle de l'eau. Le changement climatique, dans sa perturbation sur le régime de précipitation, nous amène maintenant à avoir des précipitations potentiellement plus concentrées en hiver, au moins pour le parti sud, et moins en été, mais elle est toujours aussi efficace en termes de drainage. Et à partir de là, on se retrouve avec des assecs ou des systèmes asséchés. Donc en fait, l'idée derrière, c'est de se dire, ok, très bien, maintenant qu'on a su faire de l'accélération, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du ralentissement? Alors, la preuve. Ici, cette fois-ci, ce ne sont pas les niveaux dans le cours d'eau, ce sont les niveaux de la nappe. Le graphique du haut, c'est 20 ans d'historique de variation du niveau de la nappe. Et vous voyez, je ne sais pas si c'est visible, oui, que la variation de nappe, la variation naturelle de la nappe, c'est de plusieurs mètres. Alors pour simplifier et pour bien comprendre, en fait, en capacité de stockage, c'est une nappe libre. Autrement dit, on va prendre un pourcentage de volume, on appelle ça la porosité. Les alluvions de la Garonne à cet endroit-là, c'est à peu près 30% de porosité. Autrement dit, sur un mètre cube, on stocke 300 litres d'eau. Sauf que vous avez les variations qui sont écrites là, vous avez déjà, ne serait-ce qu'en hauteur, plusieurs mètres de variation. Donc par emprise d'1 mètre carré au sol, on a plusieurs mètres cubes potentiellement stockables dans le sous-sol. Et si on arrive à le spatialiser, à le généraliser, vous imaginez bien qu'on a des ordres de grandeur qui passent largement aux millions de mètres cubes, surtout sur des étendues importantes. Et les enjeux, on va dire, de la recharge artificielle ou la recharge maîtrisée des nappes, ils sont là. Alors, nous sommes sur une année, si je vous faisais un sondage dans la salle, qu'on pourrait ressentir comme humide. Oui, mais l'indicateur que j'ai moi ici, je vous ai remis le trait noir, c'est la variation actuelle, depuis 2024, ici en bout, de la nappe, de la piézométrie de la nappe à cet endroit-là. En fait, on se rend compte qu'on est à peine sur une année un peu plus que la normale. Donc, vous voyez, attention au ressenti que l'on peut avoir. Il y a peut-être beaucoup d'eau en surface, mais nos systèmes, notamment souterrains, qui ont des dynamiques plus lentes, plus longues, ne sont pas forcément aussi rapidement rechargés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, potentiellement, malgré tout ce qu'il y a eu comme précipitation pendant cet hiver, nous ne sommes pas à l'abri potentiellement d'une évolution, d'une sécheresse, et ainsi de suite, parce que nous n'avons qu'un stock moyen, pour l'instant, sous nos pieds. Et là, c'est le sud-ouest de la France uniquement. Je ne généraliserai pas. Alors, la recharge artificielle, c'est ça. Je vous les ai illustrés, ça part d'un principe, c'est favoriser la retenue d'eau. On s'appuie beaucoup sur les solutions fondées sur la nature. Vous avez ici plusieurs exemples de ce à quoi ça peut servir. On peut favoriser cela grâce à des prairies, grâce à des fossés, grâce à tout un tas de systèmes que nous avons mis en place pour évacuer de l'eau. Mais si on a un peu d'intelligence, on peut faire fonctionner le système à l'envers et utiliser ces infrastructures existantes à nouveau pour faire rentrer de l'eau dans nos nappes. Et les deux exemples que je vais présenter maintenant sont fondés sur ça. C'est du low-tech, low-cost, en utilisant l'existant pour recharger nos nappes. Alors, les deux projets qui sont actuellement menés, c'est Air-Garonne et Ramage. Vous voyez que c'est pour l'un 600 litres seconde d'infiltration et l'autre 1 mètre cube seconde. Il y en a un qui est à l'amont, dans la partie amont de la Garonne, parce que l'objectif final de ce programme, je vais y venir, voilà le schéma de principe, le schéma est toujours le même en fait. Mais le principe de cette recharge-là est d'utiliser les innombrables fossés
pour recharger la nappe. Et pour quoi faire? Pour amener de l'eau à Toulouse. Pourquoi? Parce que Toulouse, pendant l'été, prend de l'eau dans la Garonne, mais quand il n'y a plus d'eau dans la Garonne, elle la prend dans la nappe alluviale, et quand il n'y a plus d'eau du tout, ben problème. On n'a pas d'usine de dessalement. Le projet Ramage, celui-là, il est un peu plus à l'aval. Le problème, c'est que nous sommes dans une zone où le cours d'eau a tendance à méandrer. Et ceux qui ont une compétence géologique le savent, lorsqu'on est dans des systèmes moins dynamiques, la géométrie des corps sédimentaires est plus complexe. Vous en avez une illustration. Donc là, l'idée, c'est de faire de la dilution thermique. Le mètre cube seconde que l'on souhaite injecter, en fait, il s'appuie, on étudie pour l'instant 4 secteurs de à peu près 20 à 25 km² pour injecter à chaque fois 1 mètre cube seconde, pour venir faire de la dilution thermique, du refroidissement thermique de la partie aval de la Garonne qui a tendance systématiquement à dépasser les 29 degrés, voire les 30 degrés. Alors là, je vais vous donner quelques illustrations. L'idée étant de faire du low-cost, low-tech. En fait, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de réutiliser tous les systèmes existants, sauf qu'au lieu de faire du drainage, d'en faire des systèmes d'injection. Je vous donne les chiffres, je vous laisse lire. On a quantifié à peu près ce qu'il faudrait en termes d'infrastructure sur les différents systèmes pour pouvoir faire ça et être efficace et y arriver. On n'est pas loin de le faire, on n'est pas loin d'y arriver, mais il va falloir encore calculer parce qu'il ne faut pas que cette eau arrive trop tôt ou trop tard. Et on va dire, ce projet-là, ça a été cité tout à l'heure par Tam-Tam, a bénéficié et est entré dans le projet Embracer européen comme un système à dupliquer à l'échelle européenne. Donc on va essayer de convertir les autres territoires français et européens à cet usage maîtrisé de la recharge des nappes pour pouvoir être plus efficient et plus durable tout au long de l'année. Et je vous remercie. Merci Alain. Alors, de nouveau, tout un tas de questions, je vais essayer de regrouper. Il y en a autour de la problématique de la recharge artificielle. Donc je vais en l'aborder avec 2 questions. Est-ce qu'elle aide à la réhydratation des sols asséchés et donc augmente la capacité de rétention de la couche de surface? Et dans la même lignée, où se situe la différence entre recharge artificielle d'une nappe et diminution du drainage agricole? Alors, déjà, la recharge artificielle, souvent, soit on la fait passer par l'horizon sol. Ici, les 2 projets que je vous ai proposés, ce n'est pas le cas. On va plutôt utiliser des fossés qui ont été le contre-canal latéral à la Garonne, ces systèmes-là qui sont existants, pour passer la barrière sol et pour aller atteindre tout de suite les alluvions poreux en dessous et recharger vraiment la nappe. L'idée étant que ce soit le point de fuite, c'est-à-dire les exutoires de cette nappe qui aille recharger, qui aille donner du débit à la Garonne. Donc, dans les expérimentations que je vous ai présentées, le sol n'est pas ciblé. Toutefois, il y a d'autres expériences en France où, oui, la zone d'épandage peut se faire à travers le sol. Et donc là, cette fois-ci, oui, ça répond à cette, on va dire, cette augmentation de l'humidité naturelle de l'horizon sol, et donc ça lutte contre. Et ensuite, je ne me souviens pas la deuxième question. C'est la capacité de recharge. Entre drainage et... Oui, sur le drainage. Ben, en fait, je l'ai dit, c'est pas l'un sans l'autre. Là, nous essayons de faire fonctionner les systèmes en dopant sa recharge. Si en même temps, on pouvait avoir un drainage agricole moins efficient, on y gagnerait déjà un peu plus. Tout à fait d'accord. Alors, j'ai une question sur l'impact des centrales nucléaires sur la température des eaux fluviales. Oui. Et sur la Garonne, il y en a au moins une. Il y en a au moins une. Et voilà, est-ce qu'il y a un impact réellement, en particulier dans les périodes chaudes, etc. Alors oui, il y a un impact, c'est très très surveillé. Il y a des tolérances, il y a des dérogations. La période que je vous ai montrée là, on parle de Golfech. Golfech était arrêté. Donc là, l'impact que je vous montre là, c'est sans les rejets de refroidissement de la centrale thermique nucléaire de Golfech. Oui. Mais oui, il y en a, bien sûr. Alors, on revient sur quelque chose que tu as abordé, c'est le fait que finalement, cette année, même humide, ça n'est pas si exceptionnel que ça, alors que quand on entend, en particulier les médias, on a l'impression, en particulier dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine, qu'on est, je cite la phrase qui est donnée, il n'y a jamais eu autant d'eau dans les nappes depuis les années 80.
C'est une phrase probablement venant d'un journaliste. Donc comment c'est expliqué? Ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant, ou on ne mesure pas la même chose? Non, mais le problème, c'est que l'hétérogénéité, j'ai essayé de l'exprimer, mais l'hétérogénéité de notre sous-sol, l'hétérogénéité de la typologie des nappes est telle que, oui, c'est peut-être vrai dans des systèmes où il y a, on va dire, un système qui répond très facilement et où l'infiltration et la percolation vers la nappe se font rapidement, et auquel cas, les derniers épisodes pluvieux font que les niveaux piézométriques sont très hauts. Mais si c'est connecté avec un système qui est drainant, naturel, comme un cours d'eau, un fleuve, ben en fait, on n'est pas tellement dans un système où on a encore reconstitué nos sols, nos stocks. Et ça, c'est d'autant plus vrai que la nappe est profonde. Il faut laisser le temps au temps de se faire au phénomène. Le drainage, la percolation, ce n'est pas de l'instantané comme ça se passe en surface. On a une idée des échelles de temps, justement? Oui, mais là aussi, on a des ordres de grandeur, mais ça peut aller, si je prends le triangle landais, le sable des Landes, lorsqu'il y a une précipitation, la nappe réagit quelques heures après. Si le système est beaucoup moins poreux et perméable, ben en fait, on va attendre quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois avant de voir le système réagir, le système souterrain. Alors qu'en surface, c'est de l'ordre de l'heure à la journée. Voilà, on est sur des échelles de temps différenciées. Bon, une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir une idée des différents pourcentages de l'utilisation des prélèvements? Tu as cité les prélèvements pour l'agriculture, l'industrie, la consommation. Est-ce que tu as en tête l'ordre de grandeur de ces différents prélèvements? Désolé, mais non, parce que là, il faudrait déjà définir à quelle échelle du territoire on le regarde. Et, par contre, ce sont des données qui sont disponibles sur les sites des agences de l'eau à Dour-Garonne ou autres. D'accord. Vous pouvez y aller. Les sites, le SIE notamment, renseignent année par année, cycle par cycle, les prélèvements. Oui, exactement. Merci Alain. Et puis Marion.